Bienvenue dans le journal de vuedailleurs.com. C'est un journal qui correspond au site vuedailleurs.com qui comporte plein de rubriques, actualité internationale, santé, économie, politique, levée de fonds, même spiritualité. Et bien dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur 3 articles qui portent sur des sujets variés que vous pouvez consulter sur le site et qui soulignent de manière variée les tendances à l'œuvre sur la scène française et internationale. Rubrique internationale, d'abord donc avec cet article sur la revanche du Maroc. On apprend dans cet article que 8000 migrants ont débarqué en Espagne. 8000 migrants ont pris d'assaut en fait les frontières entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Parmi eux, au moins 1500 mineurs. Alors ce sont quelques kilomètres carrés qui sont gênants pour le Maroc, coûteux pour l'Espagne, mais ce sont des voies d'accès à l'Union européenne pour ceux qui veulent tenter de quitter l'Afrique. L'Espagne, il se trouve, surveille ses frontières scrupuleusement. Elle a construit des murs de 20 mètres de haut, placé des barbelés, des barrières sous-marines, et la collaboration de la police marocaine est cruciale pour eux, pour empêcher les infiltrations, selon leur dire. En tout cas, le début de la semaine a été inédit. Des milliers de migrants du Mali, du Niger, du Sénégal, mais également de nombreux Marocains sont partis à la nage pour franchir les barrières qui s'enfoncent dans la mer sur des dizaines de mètres. Et bien, une centaine d'entre eux ont réussi à entrer à Ceuta et se sont dispersés parmi les 80 000 Espagnols. Beaucoup ont été arrêtés sur la plage et certains migrants épuisés ont été secourus. La plupart d'entre eux ont été maintenus les pieds dans l'eau pour être empêchés, même symboliquement, de toucher le sol européen. Des images assez choquantes. Le soir, près de la moitié des 8000 personnes avaient déjà été expulsées vers le Maroc en vertu des accords en vigueur. Les autres, à l'exception des mineurs, devraient être renvoyés. Voilà un article que vous retrouvez sur le site de vuedailleurs.com. Pour en savoir plus, je vous invite à le consulter. On fait une petite pause et puis on passe à la rubrique Actualité française. On ouvre une page de cette rubrique consacrée à l'actualité en France avec cet article du site Vue d'ailleurs sur la majorité pénale à 15 ans. Emmanuel Macron voudrait-il éluder cette question liée à la sécurité? C'est la question que se pose cet article. La violence augmente chez les jeunes, c'est un constat. Est-ce un problème d'éducation ou un problème de justice? Eh bien, cet article pose les éléments du problème. En tout cas, les délinquants mineurs en France jouissent aux yeux de certains d'une certaine impunité. En dessous de 18 ans, pour rappel, eh bien, des délits peuvent être commis sans trop de sanctions. Les rapports sexuels consentis sont permis puisque la majorité sexuelle est en revanche fixée à 15 ans en France. Ce sont des éléments abordés dans cet article. En tout cas, le sujet de la majorité pénale et d'une responsabilisation des actes des jeunes pourrait figurer dans le cadre des débats de la campagne présidentielle. La droite propose d'abaisser cette majorité pénale à 15 ans. De son côté, Xavier Bertrand, élu des Hauts-de-France et candidat, veut multiplier par 3 les centres éducatifs fermés. Il souhaite généraliser le port du bracelet électronique. Le candidat de la présidentielle réitère son souhait d'une justice plus ferme pour lutter contre la délinquance. La sécurité ne se réduit pas à la seule question du nombre de policiers, c'est la réponse pénale, la solution, c'est ce qu'il dit. Des éléments de réflexion que je vous invite à retrouver dans cet article. Tout de suite, on passe à la rubrique consacrée à l'économie et au social. Bienvenue dans la rubrique économique de ce journal vuedailleurs.com. Nous sommes avec un expert de l'économie et des marchés, Marc Toiti. Bonjour.
Bonjour Fabienne. Je précise, et vous le connaissez certainement, Marc Toiti, président d'ACDFI, et je vous invite plus que jamais à lire ce livre passionnant, Reset, pour vers un monde, quel nouveau monde pour demain, parce que effectivement le contexte a été complètement bouleversé. C'est un livre de Marc Toiti. On se focalise aujourd'hui plus sur l'inflation, hein. On a regardé de près les minutes de la Fed. C'est vrai que l'inflation, c'est un thème qui commence à figurer dans le débat, mais tout le monde n'a pas les mêmes inquiétudes. Est-ce que vous êtes inquiet quant à vous, Marc? Bon, je ne suis pas inquiet outre mesure, mais simplement, je savais que j'ai énoncé il y a quelques mois, ici même, notamment sur votre antenne, qu'il y avait un risque d'inflation pour une raison simple, parce qu'on a eu une récession mondiale l'année dernière, le PIB mondial a chuté de l'ordre de 4%. Cette année, on a un redémarrage, et donc ça a déjà commencé depuis quelques mois. On a une augmentation des cours des matières premières, parce que les stocks étaient très bas, donc ça prend du temps à reconstituer les stocks, donc ce qui fait qu'on a une augmentation des cours des matières premières qui se répercute avec un petit peu de retard sur les prix à la consommation. Là où par contre c'était moins prévu, c'est que cette inflation, elle est très forte. Voilà, effectivement, on voit le graphique ici, on voit l'inflation aux États-Unis. Vous voyez qu'on est aujourd'hui sur 4,2% d'inflation. Ça, c'est l'inflation globale. Et ce qui est très inquiétant, c'est que même hors énergie et produits alimentaires, on a une inflation de l'ordre de 3%. Et donc, ce qui veut dire qu'on est sur un plus haut, tenez-vous bien, depuis 1995. À l'époque où, justement, il y avait une vraie inflation, il y avait à l'époque des vrais risques inflationnistes. Depuis une dizaine d'années, il n'y a plus d'inflation. Et beaucoup de mes confrères ont dit, ça y est, l'inflation est définitivement enterrée, etc. Ben non, elle revient. Et ça, c'est notamment, je dirais, un grand enseignement pour les politiques des banques centrales. Vous voyez un graphique tout à l'heure, où les banques centrales ont lâché la bride, évidemment, pendant cette récession. On peut le comprendre, mais elles ont été un petit peu trop loin. Donc, on disait, regardez, les banques centrales font la planche à billets, les taux d'intérêt à 0%, et malgré ça, il n'y a pas d'inflation. Oui, mais c'est normal, parce qu'il y a un petit décalage dans l'inflation. Et l'inflation, on l'a aujourd'hui. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est que malheureusement, on ne peut pas. L'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'il est sorti, on ne peut pas le remettre dans le tube. Là, c'est exactement pareil. L'inflation, elle est là pour plusieurs mois, et donc les banques centrales, elles sont prises à leur propre piège. Et donc elles vont devoir déjà limiter la planche à billets, et surtout, je pense aux États-Unis, et on l'a vu dans les minutes de la Fed, peut-être remonter les taux d'intérêt d'ici l'automne prochain ou plus tard. Et ça, ce n'est pas du tout anticipé par les marchés. Donc c'est vrai que pour l'instant, on l'a vu cette semaine, les marchés ont un petit peu dégringolé, mais les banquiers centraux se veulent rassurants, mais néanmoins, ils sont pris à leur propre piège. Ils vont devoir aujourd'hui resserrer leur politique monétaire, et ce qui va se traduire par une augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État, et c'est là où effectivement le château de cartes va s'écrouler. C'est là où justement on est dans le monde d'après, si vous voulez, parce que là, depuis un an, on était dans une sorte d'économie parallèle, ou de monde parallèle. Ouais. On était complètement sous perfusion. Maintenant qu'on va enlever la perfusion, c'est là où on va voir la réalité économique. Alors, c'est vrai, tout ce que vous dites, on le voit. On observe aussi une certaine euphorie sur les prix des matières premières. Et ça, indépendamment de ce qui se passe sur la reprise, vaccination, etc., ce contexte sanitaire, est-ce que c'est pas à suivre de très près cette flambée sur les prix des matières premières ? Oui, complètement. Complètement. C'est ce que j'ai évoqué. Ce qui est intéressant, il y a plusieurs types, il y a plusieurs indices. Par exemple, si on prend l'indice CRB, c'est de toutes les matières premières confondues. Donc, c'est un indice qui est compliqué, mais qu'on va pondérer avec effectivement les cours des matières premières. Et là, on se rend compte qu'on a une hausse depuis avril 2020 de 92%. Vous voyez, ça, ce n'est pas encore effectivement dans les prix donc à la consommation. Ça va arriver dans les prochains mois. Et si on regarde également un autre indice que je suis souvent, qui s'appelle l'indice Arpex. Vous savez, l'indice Arpex, c'est le coût du fret des porte-conteneurs. Et là, on a retrouvé le sommet historique de 2005. Vous voyez, donc là, la semaine dernière. Donc, ce qui veut dire que ça, encore, ce n'est pas dans l'inflation. Donc, ça veut dire que ça va arriver pour demain. Et donc, c'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui disent, mais l'inflation, c'est bon, il va y avoir 2 mois d'inflation, ça va rechuter. Non, ça va durer encore pendant plusieurs trimestres, sachant qu'en plus de cela, comme vous le savez, on a toujours la relance aux États-Unis qui arrive. Donc, il va encore mettre effectivement de l'huile sur le feu. Et également chez nous, en Europe, on va avoir enfin, on a eu des indicateurs ce matin des directeurs d'achat qui viennent de sortir, qui sont très bons. Donc ça y est, on sort de la récession. C'est une très bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. On sort enfin de cette pandémie, de ces confinements. Ils nous ont fatigués pendant 1 an. Donc maintenant, on va retrouver le vrai monde. Donc le vrai monde, ça veut dire que quand les dettes publiques flambent, comme c'est le cas depuis quelques trimestres, et a fortiori depuis la crise, eh bien les taux d'intérêt doivent augmenter, les taux d'intérêt des dettes publiques.
Et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et c'est ça qui va certainement porter ombrage, notamment au marché boursier. Donc voilà, on retrouve entre guillemets le monde normal. Ce qui était anormal, c'est ce qu'on a vécu depuis un an. Et là, évidemment, on retrouve le monde normal, donc tant mieux pour notre vie au quotidien. Mais par contre, ça veut dire que pour les marchés financiers, ça va plus être, voilà, on investit dans n'importe quoi, on est sûr que ça flambe, ou on achète des crypto-monnaies, c'est sûr que ça flambe. Non, c'est fini tout ça. Là, on va retrouver, encore une fois, la réalité économique qui doit transparaître sur les marchés financiers. Donc c'est pourquoi il va y avoir une très forte volatilité au cours des prochains mois. Un petit peu aux obligations. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de l'inflation sur le marché obligataire? D'après vous, vous attendez à quoi? Alors c'est très simple, hein, les taux d'intérêt des obligations, hein, donc d'État ou d'entreprise par exemple, c'est donc les taux monétaires auxquels on va ajouter des primes de risque. Donc il y a une prime de risque sur la croissance. Donc là, juste, je vous rappelle que les taux monétaires sont à 0% pour l'instant. Donc même s'ils augmentent un peu, ils ne vont pas flamber. Donc ça veut dire que la base des taux d'intérêt des obligations d'État, ou des obligations au sens large, va rester relativement basse. Par contre, après, il y a des primes de risque qu'on va ajouter. Donc il y a une prime de risque sur la croissance. Donc comme elle augmente, la prime de risque va aussi augmenter. Deuxième prime de risque sur l'inflation. Donc évidemment, comme l'inflation augmente, là aussi, ça va générer une augmentation des taux d'intérêt des obligations. Et troisième point, il y a une prime de risque sur la crédibilité justement des États à réduire leur dette. Alors là, la dette, évidemment, on est à bientôt 120% du PIB en France, par exemple, mais il n'y a pas que la France. En Grèce, on est à 205%, donc ça continue. Donc tout ça pour dire que les trois primes de risque vont augmenter. Donc c'est ce qu'on vit depuis quelques semaines, où les taux d'intérêt donc des obligations d'État sont en train d'augmenter. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on était encore à moins 0,3% en France sur le taux de 10 ans. Là, on est à plus de 0,3%. Donc, on retrouve une augmentation des taux, et ce qui va évidemment se traduire sur toutes les types d'obligations. Les obligations, les taux d'intérêt des obligations vont augmenter, et ce qui veut dire que malheureusement, on va avoir donc les cours des obligations qui vont baisser. Instant sur votre livre Reset qui évoquait notamment les plans de relance. Bon voilà, on est en train de passer une étape, les terrasses sont en train de s'ouvrir, on recommence à vivre, à consommer. Très bien cette relance, et puis ça peut vouloir dire que bientôt l'État va se retirer, les aides elles vont s'amenuiser. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette économie sous perfusion française, elle va bien supporter de revenir à la normale? Alors, le problème est là, c'est qu'avant la crise, si vous voulez, on avait déjà une économie qui était extrêmement fragile. Avant la crise donc, du coronavirus, on avait déjà une dette publique à 100% du PIB. Donc maintenant, on va retrouver le niveau de PIB donc, de 2019, on va le retrouver normalement en 2022 pour la France, sauf qu'entre-temps, la dette publique va être passée de 100% à 120% du PIB. Donc évidemment, nous sommes affaiblis. Donc ce qui veut dire que parallèlement, alors je ne sais pas si ça saute ou pas, ça passe, mais bon, parallèlement, ça veut dire qu'on va avoir une situation... Ah d'accord, super, ça va. Donc, ça veut dire que parallèlement, on va avoir une situation où malheureusement, on n'aura pas les moyens de la perfusion. C'est comme un tsunami. On voit l'ampleur des dégâts une fois que la mer se retire. Ben là, c'est pareil. Depuis un an, avec ces perfusions, et on n'avait pas le choix, il fallait les faire. Ben, finalement, on n'a pas trop vu l'ampleur des dégâts. Maintenant qu'on va retirer la perfusion, on va voir qu'il y a beaucoup d'entreprises, on appelle les entreprises zombies, qui ont été maintenues en vie artificiellement, et donc c'est maintenant qu'elles vont malheureusement peut-être disparaître, et donc le chômage risque également d'augmenter. Donc, et en plus, comme l'inflation augmente et que les taux d'intérêt augmentent, ça va limiter la reprise. Donc oui, nous sommes sortis de la récession, tant mieux, mais attention, il ne faut pas s'attendre à une croissance forte éternellement. On va retrouver les fondamentaux économiques de la France, par exemple, et comme la France est un pays, l'un des rares pays au monde qui n'a pas modernisé ses structures économiques, eh ben on va rester sur une croissance molle. Donc une fois qu'on aura fait la croissance de rattrapage, on va revenir sur une croissance molle avec une dette publique très élevée, et donc des risques qui malheureusement seront toujours là. Tant qu'on n'aura pas modernisé les Françaises, on aura des risques qui seront là. Alors, je ne parle même pas de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, où là aussi on a une dette encore plus élevée. Il va falloir payer la facture, là aussi. Les dettes ne vont pas disparaître comme par enchantement, elles seront toujours là. Donc quand il va falloir payer la facture, évidemment, ça va être doux. Et ça va reprendre. Et c'est vrai que la dette publique, vous en parliez avant la crise, avant la pandémie. J'ose pas vous poser la question, mais est-ce qu'on va la regarder à nouveau, redécouvrir de manière catastrophée son niveau? Ah bah oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, pendant un an, on a eu ce mouvement complètement anormal où la dette publique
il y avait des trucs qui baissaient. Donc on s'est dit, ça sert à rien de regarder la dette, c'est le fameux quoi qu'il en coûte. Vous savez, on dit, oui, quoi qu'il en coûte, ça coûte rien, d'accord. Sauf que maintenant, ça y est, ça coûte. C'est-à-dire que maintenant, quand les taux d'intérêt augmentent, donc le château de cartes va s'effondrer. Juste un petit calcul très simple. Quand le taux d'intérêt donc des obligations d'État français augmente de 1 point, 100 points de base, 1 point, ça coûte à peu près 165 milliards d'euros sur 10 ans. Ça veut dire 16 milliards d'euros chaque année qu'il va falloir trouver. Donc ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, vous comprenez. Donc, et ça, c'est qu'avec 1 point de hausse. Donc si effectivement les taux d'intérêt augmentent encore, il y aura également les taux de crédit. Donc toutes les bulles boursières, immobilières, obligataires, des crypto-monnaies, évidemment, elles vont se dégonfler. Alors après, bien sûr, ça va redémarrer. Donc il ne faut pas en avoir peur. Hein. Les dégonflements de bulles sont logiques. C'est normal. Là, le problème, c'est qu'on avait un dégonflement de bulles en 2018. Après 2019, les banques centrales ont voulu éviter que ça se dégonfle trop. Donc, elles ont activé la planche à billets. Donc, elles ont regonflé la bulle. Après est arrivée la pandémie. Et là, justement, on a encore plus gonflé les bulles qu'avant. Donc, c'est ça le paradoxe. C'est que cette pandémie, finalement, a généré une bulle, des bulles boursières, immobilières, etc., encore plus fortes qu'avant. Donc, maintenant, oui, il faut retrouver une vie normale. Voilà. Donc, la vie normale, c'est-à-dire que les bulles doivent également se dégonfler pour ensuite certainement repartir. Ça repartira sûrement en 2023. Mais en attendant, il faut avoir effectivement retrouver la réalité économique. C'est-à-dire, c'est ça tout le problème. Je sais qu'aujourd'hui, on me demande par exemple que vous ne pouvez pas faire des prévisions sur les crypto-monnaies. Ce n'est pas possible pour un économiste. Que moi, je fais des prévisions en fonction des fondamentaux économiques. Or, les crypto-monnaies ne sont pas basées sur des fondamentaux économiques. C'est basé sur, pour l'essentiel, l'offre et la demande. Donc, évidemment, pas faire des prévisions sur la spéculation, ça ne serait pas sérieux. Donc, ce qui veut dire que, parallèlement, là aussi, on va retrouver une réalité sur les marchés boursiers, sur les marchés obligataires. Et tant mieux, j'ai envie de dire, moi en tout cas, ça va me faire du bien de retrouver une correspondance entre les marchés financiers et la réalité économique. Merci Marc Toiti. Et oui, la bulle redégonfle, mais pas Marc Toiti gonflé à bloc. Je vous invite à relire son livre « Recettes, quel nouveau monde pour demain ». Merci pour cette interview. Tout de suite, une petite pause. Merci de votre attention. Avant-hier, nous avons eu cette semaine la réouverture des terrasses. Quelle joie pour les Parisiens, les Français. On découvre qu'ils tiennent énormément, les Français, effectivement, à leurs terrasses. Est-ce que ce n'est pas un mythe, finalement, ces terrasses? Eh bien, c'est ce qui est évoqué dans cet article du journal de Vue, d'ailleurs. Et effectivement, pourquoi les Français les apprécie autant? Bien sûr, il y a l'envie de se retrouver, d'échanger, et c'est lié à nos origines latines. Les pays du Nord, apparemment, aimeraient un petit peu moins les terrasses. Ce sont apparemment les gens du Nord qui ont davantage défini, inventé ce concept du home, l'intimité du cercle de famille, auquel la Provence et l'Italie préfèrent les terrasses. C'est ce qu'écrivait en fait Alphonse Daudet à l'époque. C'est un véritable symbole national aujourd'hui. Eh bien, elles ont été fermées en 2020, en 2021. Elles ont été très attaquées, ces terrasses. Et pourtant, elles représentent l'art de vivre à la française. Celle où on prend le temps de déguster un verre ou bien un café. Et c'est le symbole également de la diversité, de la mixité. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Des terrasses que les Parisiens trouvent au gré de leur déambulation et qui les permettent de profiter de leurs loisirs. C'est un plaisir innocent, mais on en a été cruellement privé pendant à la fois cette pandémie et puis avant, déjà après les attentats de novembre. Eh bien, il a fallu tout cela pour se rendre compte que nous y tenons beaucoup. Vous pouvez retrouver cet article sur les terrasses sur le site de vuedailleurs.com. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention. Bonjour.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.